Bonjour à vous. Bienvenue sur la chaîne Histoire et Confession, merci de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune histoire. Les histoires que nous allons partager, inspirées de récits trouvés sur Internet, sont destinées exclusivement au divertissement. Elles ne doivent pas être interprétées comme des encouragements à imiter de tels actes ni comme des discriminations envers des personnes spécifiques. Je m'appelle Ronald. J'ai 34 ans, et je me souviens encore, avec une netteté glaçante, du moment exact où ces mots sont sortis de la bouche de Jocelyn, pas ce soir, ni aucune autre nuit. Froid. Tranchant. Inéluctable. Une sentence déguisée en simple phrase. La manière dont elle l'a dit, il n'y avait pas de place pour la discussion. Sa voix, ferme et calme, a chassé toute la chaleur de la pièce, comme si l'air lui-même s'était figé. J'ai senti mon corps se tendre, se vider. Nous étions mariés depuis 6 ans. Bien sûr, tout n'était pas parfait ces derniers temps, mais quel mariage laid, vraiment? Jamais je n'aurais imaginé une rupture aussi brutale, aussi radicale, et surtout sur ce sujet-là. Quelques mots sur moi. Je suis responsable marketing dans une entreprise technologique de taille moyenne, ici, quelque part au cœur du Midwest. Ce n'est pas un poste prestigieux, ni le genre de boulot dont on rêve enfant, mais il est stable, il paie bien, et il m'a permis de grimper les échelons petit à petit. 8 années dans cette boîte. 8 années d'objectifs atteints, de rapports livrés à l'heure, de présentations peaufinées. Rien de flamboyant, non. Mais du solide. Du fiable. Jocelyn et moi, nous nous sommes rencontrés à l'université, pendant notre année junior. J'étais inscrit en gestion d'entreprise, elle étudiait la psychologie. Il y a eu, dès le départ, une forme d'alchimie tranquille. Pas un coup de foudre, non, plutôt une attirance douce et constante, qui s'intensifiait semaine après semaine. Nous étions tous deux ambitieux, les pieds sur terre, curieux de l'autre sans être pressés. Une lente construction. Nous avons été ensemble pendant 3 ans avant de nous marier. Notre mariage n'avait rien de fastueux. Moins de 80 invités, la famille, quelques amis proches. C'était simple, intime, chaleureux et exactement ce que nous voulions. Jocelyn s'est lancée dans le conseil en ressources humaines. Elle avait ses propres clients, gérait son emploi du temps, et gagnait bien sa vie. Nous étions 2 adultes fonctionnels, indépendants, qui s'étaient choisis. Il y a environ 4 ans, nous avons acheté une maison de 3 chambres, dans une banlieue paisible. Un quartier agréable, des voisins bienveillants, assez de place pour voir venir, peut-être même fonder une famille, un jour. Mais pour les enfants, nous étions d'accord, il fallait attendre. Se consacrer d'abord à nos carrières, voyager un peu, poser des fondations solides. Dans l'ensemble, je croyais que notre vie était bonne. Équilibrée. On partageait les responsabilités, on se soutenait, on partait en vacances 2 fois par an, souvent une escapade à la mer, et une autre pour rendre visite à nos familles, éparpillées dans différents états. Nous avions un petit cercle d'amis, mais très soudés. Des couples comme nous, avec qui on organisait des dîners, des soirées jeux, parfois même un week-end dans un chalet. Alors, quand elle m'a regardé ce soir-là, les yeux calmes, la voix coupante, et qu'elle a prononcé ces mots, je n'ai pas compris. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais stable. Confortable. Sécurisé. Du moins, c'est ce que je croyais. Cette soirée-là avait commencé comme tant d'autres. Une journée de plus, sans rien de remarquable. J'étais rentré du travail après 10 heures de réunions enchaînées, vidé, la tête bourdonnante, tendu par une présentation client qui s'était déroulée bien en dessous de mes attentes. Mon crâne battait comme un tambour, martelé par des heures passées devant l'écran. Et tout ce que je voulais, c'était rentrer, retrouver Jocelyn, commander une pizza, peut-être une cravate au passage, elle en riait toujours quand je disais ça, puis nous installer devant un film, comme on le faisait si souvent. Juste nous deux, dans notre routine rassurante. Mais à peine avais-je franchi le seuil de la porte que j'ai senti que quelque chose clochait. Jocelyn était assise à l'îlot de la cuisine, les coudes relevés, les yeux rivés sur son téléphone. Ce n'était pas de la colère, non. Plutôt une concentration distante, un genre de retrait silencieux. Son visage était figé, fermé, presque absent. Et, lancai-je en déposant mon sac d'ordinateur près de la porte. Longue journée. Ça va? Elle leva brièvement les yeux, m'accorda un demi-sourire qui s'arrêta bien avant ses pupilles. Ouais. Je lis juste un truc. Je suis entré dans la cuisine, et ouvert le frigo, attrapé un soda.
On prévoit un dîner ou on commande quelque chose? Comme tu veux, répondit-elle sans me regarder. Je me suis adossé au comptoir, l'observant. T'es sûr que tout va bien? Ouais, juste fatigué. Nous avons fini par improviser un dîner, des restes de pâtes. Rien de spectaculaire. On s'est installé à table, et on a commencé à parler. Des banalités, surtout. Elle m'a raconté une histoire de bureau, une embrouille avec une nouvelle recrue. Le mec est passif-agressif à mort, dit-elle en piquant ses pattes d'un coup sec. Il m'envoie des mails pleins de smiley, puis il met toute l'équipe en copie quand je fais la moindre erreur. Sérieux, je te jure, les RH, c'est moitié du travail réel, moitié babysitting d'ego. Ça a l'air épuisant, ai-je commenté en mâchant. Tu n'imagines même pas. Je lui ai parlé à mon tour de ma journée, de cette fameuse présentation qui n'avait convaincu personne. Je sais pas ce qui s'est passé, dis-je. J'avais tout répété, 3 fois. Mais ils ne mordaient pas. Je voyais dans leurs yeux qu'ils avaient décroché à mi-parcours. On va probablement perdre ce contrat. Elle hocha vaguement la tête. C'est nul. Et puis, sans vraiment s'en rendre compte, on est tombé dans le silence, chacun absorbé dans son monde. Le reste du repas s'est déroulé en pilote automatique, comme si nos gestes étaient dictés par l'habitude plus que par la volonté. Une soirée comme une autre, en apparence. Mais quelque chose, en dessous, grondait. Nous avons continué à parler, comme si de rien n'était. Des choses ennuyeuses, des petits drames au travail, de la date limite de mon projet et les banalités habituelles. Une conversation routinière, rythmée par les miettes de la journée. Rien de spécial. Et pourtant, tout sonnait faux. Après le dîner, nous sommes allés dans le salon, comme toujours. Elle s'est recroquevillée à l'autre bout du canapé, jambes ramenées contre elle, plongée dans son téléphone. Moi, j'ai zappé machinalement les chaînes jusqu'à tomber sur une émission quelconque, sans intérêt. Le genre de bruit de fond qui remplit le silence sans vraiment le combler. Je n'ai pas eu besoin de lui demander ce qu'elle regardait. Je savais déjà. Ces derniers temps, c'était toujours les mêmes comptes Instagram, des posts militants, des carousels sur le travail émotionnel, des mèmes ironiques sur les maris qui se plaignent du manque d'affection. Des publications bienveillantes en apparence, mais qui me renvoyaient toujours une image tordue de nous, de moi. J'essayais de ne pas m'en formaliser. D'ignorer cette impression de distance grandissante entre nous. Mais ce soir-là, cette distance me paraissait immense. Infranchissable. Un canyon silencieux s'était creusé entre nous, et je ne savais plus comment le traverser. Alors j'ai tenté quelque chose. Un geste simple. Une habitude douce. Je me suis penché doucement vers elle, et j'ai embrassé le creux de son cou, un petit baiser tendre, familier, qui autrefois la faisait rire, frissonner, se tourner vers moi avec un sourire. Mais cette fois, elle a tressailli. Net. Comme si je l'avais brûlée. Non, a-t-elle dit, d'une voix neutre, sans même lever les yeux de son foutu téléphone. Je me suis redressé, figé. Clignant des yeux, confus. Je voulais juste. Je ne sais pas, je voulais, je ne suis pas d'humeur, coupa-t-elle sans attendre, toujours les yeux fixés sur son écran. Je l'ai regardé un moment, tentant de garder une voix posée alors que ma gorge se serrait. Ça fait des semaines que tu n'es pas d'humeur. Le silence s'est épaissi. Puis, lentement, elle a posé son téléphone. Délibérément. Elle s'est tournée vers moi. Son visage n'était pas fermé par la colère, ni même agacé. Il était vide. Froid. Comme éteint. Un masque que je ne lui connaissais pas. Et alors elle a dit, pas ce soir. Ni aucun autre soir. Elle a marqué une pause. J'en ai fini avec cette partie de notre relation. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je suis resté là, interdit, le souffle coupé. Mon esprit cherchait désespérément un appui, une explication, quelque chose à quoi se raccrocher. Mais il n'y avait rien. Juste un mur dressé entre nous, tombé sans avertissement, comme une cloison qui s'effondre au beau milieu d'une pièce familière. J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Qu'est-ce qu'on est censé dire à ça? Finalement, d'une voix rauque, j'ai réussi à articuler quelque chose. Que veux-tu dire exactement? Ai-je demandé, ma voix à peine audible, comme si je priais intérieurement d'avoir mal entendu. D'avoir mal compris. Exactement ce que j'ai dit, répondit-elle, posément.
Il y avait dans sa voix ce ton étrange, mécanique, presque clinique. Comme si elle m'expliquait une équation simple, une vérité indiscutable. Je suis à l'aise avec notre vie commune, la maison, notre cercle social, la stabilité. Mais je ne suis plus intéressé par l'intimité physique. Ni avec toi, ni avec un homme. Je la fixai, incapable de détourner les yeux. Elle continua, d'une voix régulière, comme si elle récitait un texte appris, maîtrisé. J'ai beaucoup lu sur le conditionnement des femmes à offrir de l'affection physique aux hommes. J'ai décidé de ne plus y participer. Elle s'arrêta une seconde, comme pour vérifier ma réaction, puis ajouta, les attentes patriarcales ne me concernent plus. Tu peux l'accepter ou non. C'est ton choix. Je restais là, sidéré. Une partie de moi cherchait encore à relativiser, à minimiser. À croire que c'était une phase, une crise. Oui, j'avais remarqué ces derniers mois son intérêt pour une forme de féminisme radical en ligne. Elle partageait de longs fils de discussion, des articles pleins de généralisations abruptes. Des propos parfois accusateurs. Mais jamais je n'aurais imaginé que cela mènerait ici. Alors tu décides unilatéralement que notre mariage n'inclura plus aucune intimité physique ? Ai-je demandé, en m'efforçant de garder un ton calme. Pas pour argumenter, juste, pour comprendre. Je n'ai pas besoin de ta permission pour fixer des limites à mon propre corps, répondit-elle, sèchement. Son ton avait changé. Il avait pris cette cadence rigide et un peu trop parfaite, comme si elle citait mot pour mot l'un de ces posts Instagram militants que je l'avais vu lire tant de fois. Le fait même que tu penses que ça mérite une discussion montre à quel point les hommes se croient en droit d'accéder au corps des femmes. Je me suis adossé au canapé, les bras ballants, comme vidés d'un seul coup. Jocelyn, dis-je lentement, en essayant de capter son regard. Il ne s'agit pas ici d'un droit. Il s'agit de nous. De notre relation. De cette connexion, de cette intimité entre deux personnes qui sont censées s'aimer. Mais elle ne broncha pas. Sa voix resta lisse, calme, presque douce. L'amour ne m'oblige pas à accomplir des actes physiques auxquels je ne veux plus participer. Elle aurait tout aussi bien pu me dire qu'il n'y avait plus de lait dans le frigo. La neutralité de son ton me glaça plus que ses mots. Je la regardais, muet, le souffle court. Quand est-ce que cela a changé ? Demandai-je à voix basse. Quand as-tu arrêté de vouloir être avec moi de cette façon ? Je n'essayais pas de la culpabiliser. Ce n'était pas une manœuvre, ni une tentative de persuasion. Je ne comprenais tout simplement pas. Il y a seulement 2 mois, tout paraissait encore réel. Peut-être pas passionné, non, mais normal. Solide. Humain. Elle haussa les épaules, presque nonchalamment. Cela se construit depuis un certain temps. Je viens juste de trouver le courage de le dire à voix haute, au lieu de continuer à faire semblant, pour ton bien. Faire semblant. Ce mot me frappa comme une gifle. Brutale. Déshumanisante. Alors quoi ? Les dernières fois où nous avions été ensemble, n'avaient compté que pour moi ? Elle jouait un rôle ? Feignait l'envie, la tendresse, l'amour physique, juste pour me ménager ? Cette nuit-là, je n'ai pas pu me résoudre à m'allonger à côté d'elle. Elle ne m'a rien demandé. Elle ne m'a pas dit de partir. Mais j'ai pris un oreiller, une couverture, et je suis allé m'installer sur le canapé. Pas par colère. Par chagrin. Je suis resté allongé là, dans le noir, fixant le plafond tandis que le ventilateur tournait lentement au-dessus de moi. Mon esprit tournait lui aussi, mais sans repère, incapable de comprendre ce que je vivais. La femme que j'avais épousée, celle que je croyais connaître, venait de fissurer jusqu'aux fondations de ce que je croyais être notre mariage. Les jours qui suivirent furent étranges. Il n'y a pas d'autre mot. Étrange comme l'enfer. Nous vivions encore ensemble. Techniquement, rien n'avait changé, nous dînions côte à côte, nous regardions les mêmes émissions, nous échangions parfois quelques rires. De l'extérieur, c'était intact. Presque banal. Mais à l'intérieur, il y avait ce mur invisible, haut, froid, infranchissable. Et elle agissait comme si son annonce n'avait été qu'un petit ajustement. Comme si elle m'avait simplement dit qu'on allait changer de marque de céréales ou annuler notre abonnement au câble. Pas comme si elle venait de redéfinir entièrement ce qu'était notre union. 3 jours après, au petit déjeuner, j'ai essayé d'en reparler. J'avais fait quelques recherches, trouvé un thérapeute spécialisé dans les couples, avec de bons retours.
Je m'étais accroché à l'idée que, peut-être, on pouvait encore faire quelque chose. Communiquer. Reconnecter. Je pense qu'on devrait en parler à quelqu'un, dis-je doucement en faisant glisser mon téléphone vers elle. L'écran affichait le nom, le site, les coordonnées du thérapeute. Elle ne leva même pas vraiment les yeux de son granola. On n'a pas besoin de thérapie, dit-elle d'un ton catégorique. Jocelyn, ce n'est pas une attaque, il n'y a rien qui ne va pas chez moi, coupa-t-elle, en levant les yeux au ciel. Et je ne vais pas être obligé d'avoir des relations sexuelles juste parce que la société le veut. Sa voix avait repris ce ton sec, presque robotique. Celui des posts qu'elle repostait. Le ton des comptes qu'elle suivait. Tu devrais peut-être, toi, faire une thérapie, ajouta-t-elle, sa cuillère tintant contre le bol. Pour ta dépendance à la validation féminine. Je suis resté là, figé. Abasourdi. Jésus-Christ, ai-je murmuré, plus pour moi que pour elle. Oui, bien sûr qu'elle avait raison sur un point. Personne ne devrait être forcé à quoi que ce soit. Jamais. Je ne ferai jamais ça. Ce n'est pas ce que je demandais. Ce n'était même pas ce que je pensais. Mais ce qu'elle ne voyait pas ou refusait de voir, c'est que ce n'était pas seulement ça. Ce n'était pas une revendication. Ce n'était pas une bataille idéologique. C'était une fracture. Une faille immense dans notre lien, dans notre intimité, dans nous. Et elle agissait comme si tout cela n'avait pas vraiment d'importance. Jamais je ne l'aurais contrainte. Jamais. Mais elle n'était même plus disposée à parler. Aucune ouverture. Aucun dialogue. Aucun compromis. Juste un mur. Froid, lisse, dressé entre nous, infranchissable. Une décision déjà prise. Gravée dans la pierre. Et soudain, tout ce que je disais, même dit avec douceur, même matiné de respect, semblait suspect, déformé, retourné contre moi. Comme si le simple fait de vouloir comprendre faisait de moi le coupable. La nuit, je suis revenu dans notre lit. Pas par provocation. Pas par entêtement. Mais parce que je refusais de devenir un exilé dans ma propre maison. Elle n'a rien dit. Pas un mot. Elle a simplement tiré la couverture jusqu'à son menton, tourné vers le mur, son dos dressé comme un panneau interdit d'entrée. Nous ne nous sommes pas touchés. Pas adressé un mot. Nous avons simplement coexisté. Et moi, je restais là, allongé dans le silence, les yeux ouverts sur le plafond, le cœur assiégé de questions qui tournaient comme des vautours. Comment n'ai-je pas vu cela venir? Avais-je été trop absorbé par mon travail, par mes échéances, mes ambitions, pour percevoir ce glissement? Ou l'avait-elle soigneusement caché, enterré sous des sourires de façade, jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus et laisse tout éclater d'un coup? Je remontais le fil, encore et encore. Oui, notre vie sexuelle avait ralenti. Mais rien d'alarmant. Pas au point de tirer la sonnette d'alarme. On était mariés depuis plus de 6 ans. On travaillait beaucoup. La fatigue, le stress, tout ça faisait partie du deal, non? Il y avait des hauts et des bas. Des flux et des reflux. C'était normal, me disais-je. On avait encore nos soirées en amoureux. On se tenait toujours la main devant les films. Je lui murmurais encore, je t'aime, avant de m'endormir. Du moins, je crois que je le faisais. Jusqu'à ce que ça devienne mécanique. Jusqu'à ce que ça s'estompe. Et maintenant, une chose me sautait aux yeux avec une clarté insoutenable, j'étais dans un mariage où je n'étais ni désiré, ni nécessaire. Pas vraiment. Je n'étais plus un mari. J'étais devenu un partenaire logistique. Je payais les factures, sortais les poubelles, passais l'aspirateur, participais aux dîners de couple et aux soirées de jeu pour entretenir l'illusion d'un mariage fonctionnel. J'étais un accessoire. Une silhouette de fond dans le récit bien calibré de sa croissance personnelle, de ses limites redéfinies, de son éveil féministe. Pire encore, j'étais devenu une figure symbolique. Un exemple commode qu'elle pouvait brandir dans ses cercles en ligne, un mari moyen, bien intentionné mais obtus, contre lequel elle devait maintenant poser des limites courageuses. Et malgré tout ça, malgré l'humiliation silencieuse et le vide. J'ai voulu essayer une dernière fois. C'était un samedi matin. La lumière était encore douce, tamisée par les nuages. La maison baignait dans ce calme paresseux qui me faisait toujours aimer nos week-ends. Ce genre de matin où le temps semblait suspendu.
Elle se tenait près de la machine à café, le regard rivé à son téléphone. Je n'avais même pas besoin de regarder l'écran pour deviner, probablement un nouveau fil sur la charge émotionnelle, ou un article expliquant comment les hommes instrumentalisent la compétence, un terme qu'elle avait utilisé récemment, l'air grave. J'ai pris une profonde inspiration. Et, sans bruit, je me suis approché doucement. « Jocelyn, dis-je, la voix calme, les mains ouvertes dans un geste d'apaisement. J'essaie de respecter ce que tu ressens. Je le fais vraiment. Mais j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de savoir si j'ai fait quelque chose de mal. S'il y a quelque chose que je peux changer. » Elle poussa un soupir. Long. Théâtral. Le genre de soupir qui, dans une autre vie, aurait pu lui valoir un Oscar. Elle leva les yeux au ciel, secoua la tête, lentement, comme si je venais de poser la question la plus absurde du siècle. « C'est exactement le problème avec les hommes, dit-elle, sa voix tranchante de mépris. Vous croyez que tout tourne autour de vous. » Je restai là, déconcerté. « Je n'essaie pas de ramener ça à moi, répondis-je, sincèrement perplexe. J'essaie de comprendre comment on en est arrivé là. C'est mon parcours qui compte, rétorqua-t-elle. Mon autonomie. Et le fait que tu insistes sur ce que toi tu as fait de mal, ça ne fait que prouver ce que je dis. Quelque chose se serra dans ma poitrine. Un poids que je ne savais plus où loger. J'ai tenté de me retenir, de ne pas laisser l'émotion sortir. Mais nous sommes mariés, dis-je, la voix basse mais ferme. Tes décisions me concernent aussi. Elle croisa les bras, plissa les yeux. Et alors ? Lança-t-elle. Tu crois que ton droit sur mon corps l'emporte sur mon droit à en disposer. Je clignai des yeux, stupéfait. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais elle n'entendait plus. Elle était déjà ailleurs, sur une scène invisible, sa voix pleine d'indignation bien rodée. Voilà pourquoi le patriarcat persiste, déclara-t-elle, comme une actrice à l'apogée d'un monologue. Parce que les hommes comme toi ne supportent pas que les femmes fassent leur propre choix. C'était fini. Pas dans un fracas de cris. Pas dans une dispute de vaisselle brisée. Juste, fini. Je suis parti. Non pas par colère. Mais par un désespoir si profond, si lourd, que marcher hors de cette pièce me demanda toute l'énergie que j'avais encore. Il n'y avait plus de dialogue. Plus de place pour les doutes, les nuances, les tentatives de compréhension. Elle avait construit un monde dans lequel tout ce que je disais, même avec douceur, même avec humilité, servait uniquement à confirmer que j'étais le problème. 2 semaines après cette déclaration, je me suis retrouvé assis dans ma voiture, garée devant notre maison. Le moteur éteint. Les mains posées sur le volant. Et je n'arrivais pas à sortir. Qu'est-ce qui m'attendait, à l'intérieur? Une autre soirée de faux sourires. Un autre repas où les fourchettes faisaient plus de bruit que nos mots. Une autre leçon, peut-être, sur la façon dont vouloir de l'intimité faisait de moi un complice du système. Et c'est là que j'ai compris. J'avais le choix. Je pouvais continuer à vivre dans ce désert émotionnel, à attendre une pluie qui ne tomberait jamais. Ou je pouvais rediriger mon énergie. Mon attention. Mon amour. Mon souffle. Vers quelque chose. Ou quelqu'un. Ou même juste une direction. Quelque chose qui avait encore une chance de fleurir. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas une confrontation. Pas encore. C'était plus simple. Plus calme. C'était une réorientation. Un instinct vital. Le début d'un mouvement intérieur, discret mais inarrêtable. Et quand j'ai enfin ouvert la portière pour remonter dans cette maison, quelque chose en moi avait changé. Pour de bon. Si Jocelyn avait pu tourner la page émotionnellement sans quitter notre maison, alors peut-être que je pouvais faire de même. Pas pour lui rendre l'appareil. Pas par vengeance. Mais pour me retrouver, moi, quelque part sous les décombres. Tout a commencé en douceur. J'ai réglé mon réveil à 5h30. 1 heure avant le sien. Ces matins silencieux sont vite devenus sacrés. Il y avait là une paix que je ne trouvais plus nulle part ailleurs. Pas de tension, pas de regard en coin, pas de commentaires déguisés derrière un sourire pincé. Seulement le silence. Mon silence. Je commençais par 20 minutes de méditation. Moi, l'ancien sceptique, celui qui ricanait toujours à l'idée de « respirer en pleine conscience ». Mais désormais,
j'avais le temps. Le besoin, même. Et contre toute attente, cette simple pause matinale devint un espace respirable au milieu du chaos. Le brouillard dans ma tête commença à se dissiper, comme si l'air se renouvelait enfin. Puis vinrent les exercices physiques. Rien d'excessif, pas une tentative de renaissance virile sponsorisée par Instagram. Juste des pompes. Des abdos. Quelques étirements. Un footing tranquille dans le quartier. Des gestes simples, intentionnels. Des preuves quotidiennes que mon corps m'appartenait encore, et que j'étais toujours capable de me relever. Quand Jocelyn sortait de notre chambre vers 7 heures, j'étais déjà revenu. Douché. Habillé. Un café à la main. Installé à la table de la cuisine, un livre ouvert devant moi. N'importe quel livre, tant qu'il m'éloignait de l'invisible prison où je tournais en rond. Le 3e jour, elle a enfin parlé. « Tu te lèves tôt ?» a-t-elle lancé en passant près de moi pour attraper quelque chose dans le réfrigérateur. Un soupçon d'irritation, à peine perceptible. Pas frontal. Mais réel. Elle n'aimait pas que je sois là, dans son espace matinal. Elle avait l'habitude de régner seule sur la cuisine, avec ses mugs colorés, ses podcasts engagés, sa présence verticale et assurée. Je n'ai pas levé les yeux de mon livre. J'ai juste fait quelques changements, ai-je dit, d'un ton léger. Elle est restée là, une seconde de trop. Comme si elle attendait que je m'explique davantage. Je n'ai rien ajouté. Elle n'a rien demandé. Juste marmonné quelque chose dans sa barbe, un commentaire flou sur la masculinité toxique et la culture du sport, puis s'est versé son lait d'amande comme si la conversation n'avait jamais existé. J'ai fait semblant de ne pas entendre. La 2e semaine, j'ai franchi une étape de plus, je me suis inscrit dans une petite salle de sport près de mon bureau. Rien d'impressionnant. Du métal, de la sueur, une radio qui grésille et personne pour me faire sentir fautif d'exister. Plutôt que de me précipiter à la maison pour m'asseoir dans ce silence devenu oppressant, je prenais mon temps. 1 heure de musculation. 1 heure sans qu'on analyse mes intentions, ni qu'on remette en question la légitimité de mes émotions. Chaque série d'exercices brûlait un peu plus de ce ressentiment qui me rongeait. Chaque goutte de sueur emportait une couche de pitié de moi-même. Et, sans m'en rendre compte tout de suite, je me suis surpris à envisager un avenir. Un avenir sans Jocelyn au centre de mon univers. Un avenir où je pourrais, enfin, décider de ce qui comptait pour moi. J'ai aussi commencé à renouer avec quelques vieux amis. Des hommes que j'avais mis de côté au fil du mariage, non pas par désintérêt, mais parce que Jocelyn ne les supportait pas, trop masculins, avait-elle dit un jour. Problématique, avait-elle précisé. Traduction, il ne s'excusait pas d'exister, ne filtrait pas chaque phrase comme s'il présentait un PowerPoint sur la diversité, et surtout, il ne la plaçait pas au centre de toutes les conversations. Ce n'était que des déjeuners simples. Des cafés. Des conversations normales. Je ne me suis pas plaint. Je ne leur ai pas demandé conseil. Je ne l'ai pas critiqué. Je ne cherchais pas de validation. Je cherchais juste à respirer à nouveau. Ce n'était pas une revanche. Ce n'était pas une reconquête. L'objectif n'était pas de prouver quelque chose à Jocelyn, ni à qui que ce soit d'autre. Le but, c'était de me retrouver moi-même. De me rappeler qui j'étais avant de devenir le punching ball idéologique de quelqu'un d'autre. Avant que mon quotidien ne se résume à marcher sur des œufs, à anticiper des offenses que je ne comprenais même plus. Et ce qui m'a surpris, au fil des déjeuners avec ses amis retrouvés, c'est de voir combien d'entre eux vivaient des versions similaires de cette désorientation. Pas toujours identiques, bien sûr. Mais les schémas se répétaient. Caleb, collègue de 36 ans, un type droit, posé, m'a raconté que sa petite amie, après 3 ans de relation, avait subitement décrété que son loisir les jeux vidéo était problématique. Un homme adulte qui joue, c'est infantile, lui avait-elle dit. Et pourtant, c'était sa soupape. Son moyen de décrocher. Il ne buvait pas, ne sortait pas à outrance. Il jouait 1 heure ou 2 après le boulot. Et maintenant ? Ce simple geste le faisait passer pour un ado irresponsable. Martin, mon ancien coloc de fac, vivait autre chose, je ne peux rien poster sur les réseaux sans qu'elle ne me reprenne publiquement, m'a-t-il confié. Comme si sa femme s'était nommée sa correctrice morale. Un mème ? Un article mal choisi ? Elle commentait, exposait, recadrait. Pas en privé. Devant tout le monde.
C'est comme si elle devait me donner une leçon. Comme si j'étais son élève, pas son compagnon. Et moi, j'écoutais, je hochais la tête, parce que je comprenais. Cette sensation d'être à la fois coupable par défaut, et tenu responsable d'un malaise plus vaste, culturel, historique alors qu'on essaie simplement d'aimer, d'exister, de comprendre. Tu ne peux pas gagner, a dit Caleb un jour, en remuant son café. Et cette phrase m'est restée. Tu ne peux pas gagner si tu continues à jouer selon des règles qui changent sans cesse. Des règles que tu n'as jamais acceptées. Des règles que tu n'as même jamais vues écrites. Alors peut-être que la réponse n'était pas de mieux jouer, mais d'arrêter complètement de jouer leur jeu. Et de commencer à construire le mien. C'est là que j'ai ouvert un compte d'épargne, à mon nom uniquement. En silence. Sans geste spectaculaire. Pas pour créer un fossé. Mais pour me donner un ancrage. Une ressource à moi. Une direction. Je n'ai jamais cessé de contribuer aux charges communes. Je n'ai pas changé mes habitudes dans la maison. Mais j'ai redirigé discrètement ce que Jocelyn appelait les « dépenses discrétionnaires ». Le voyage au Costa Rica qu'elle évoquait pour notre anniversaire, un séjour autour d'une retraite d'émancipation féminine, où je me serais retrouvé à porter ses valises pendant qu'elle explorait sa déesse intérieure. J'ai dit oui en souriant, j'ai hoché la tête. Mais l'argent ? Il est allé directement dans un compte d'investissement à haut rendement. À mon nom. Et ce n'était pas une trahison. C'était une reprise d'oxygène. Ce compte n'était pas énorme. Mais il était à moi. Sécurisé. Tranquille. Hors d'atteinte. Et, environ un mois plus tard, un matin, alors que je me préparais comme tous les jours, je me suis arrêté devant le miroir de la salle de bain. Je me suis surpris à m'y voir vraiment. Et j'ai à peine reconnu l'homme qui me fixait. Mon corps avait commencé à changer. Les entraînements, sans prétention, portaient leurs fruits. Mes épaules étaient plus larges, mon ventre plus ferme. Mais ce n'était pas physique. Pas seulement. Ma posture avait changé. Ce léger affaissement, que je n'avais même pas remarqué, avait disparu. Et ce nœud, logé à la base de mon cou depuis des mois, s'était enfin détendu. Mais surtout, c'était mon regard. Il y avait dans mes yeux une clarté nouvelle. Une concentration. Une étincelle que je n'avais pas vue depuis si longtemps. Peut-être pas depuis l'annonce de Jocelyn. Peut-être pas depuis avant que l'érosion ne commence. Ce matin-là, face à mon reflet, j'ai compris une chose, je ne m'étais pas simplement levé plus tôt. Je m'étais relevé. J'ai ensuite renouvelé ma garde-robe. Rien de tapageur. Rien qui crie « regardez-moi ». Juste des vêtements simples, bien taillés, qui mettaient en valeur les changements de mon corps sans me faire passer pour quelqu'un qui s'accrochait désespérément à ses 20 ans. De la confiance, pas du désespoir. Et quand je suis arrivé à un dîner entre amis avec une chemise neuve sobre, mais bien coupée, les compliments n'ont pas tardé. « Tu as maigri, non ?» m'a demandé Mégane, un sourire franc aux lèvres, en s'asseyant à côté de moi. « Je prends juste mieux soin de moi », ai-je répondu avec un sourire tranquille, sans forcer. Jocelyn, bien sûr, l'avait remarqué aussi. Mais fidèle à elle-même, elle tenta de camoufler toute reconnaissance sous une couche de critique voilée. « Cette chemise n'est pas un peu serrée ?» m'a-t-elle lancé un matin, tandis que je boutonnais le col avant de partir au travail. « On dirait que tu en fais un peu trop. » Très bonne crise de la quarantaine. Je n'ai pas mordu. Pas cette fois. Je me suis contenté de sourire, d'attraper mes clés, et de sortir. Sans un mot. Ce silence-là, mon silence, semblait l'agacer plus que n'importe quelle répartie. Mais ma transformation ne s'est pas arrêtée à mon apparence. Elle s'est étendue. Silencieusement. Stratégiquement. À mes finances. Jocelyn et moi avions toujours eu des comptes séparés, en plus d'un compte commun pour les factures et les dépenses du quotidien. Cela n'avait pas changé. Je continuais à contribuer exactement comme avant. Ni plus, ni moins. Mais tout le reste. Les extras, les voyages, les restaurants de prestige, les cadeaux attentionnés et coûteux qu'on se faisait parfois pour se sentir vivant ensemble, ces dépenses se sont évaporées. Non pas par rancune. Mais parce que ces expériences n'étaient plus partagées. Le voyage au Costa Rica, celui centré sur une retraite d'émancipation féminine, qu'elle voulait s'offrir comme célébration d'anniversaire de couple. J'avais hoché la tête.
Sourire poli. Faux accord. Mais l'argent, lui, avait pris une autre direction. Un compte d'investissement à mon nom, un placement réfléchi. Juste pour moi. Et avec ça, un sentiment nouveau. Du contrôle, enfin. Mais surtout, j'ai commencé à réinvestir dans ce qui me rendait vraiment vivant. La photographie. Une passion ancienne, étouffée sous les plaintes discrètes de Jocelyn, qui trouvait cela inutile, trop chronophage, pas présent pour nous. Ironique, non. Quand on pense à ce qu'il reste de nous. Je me suis inscrit à un petit atelier de photographie le temps d'un week-end. Rien de spectaculaire. Juste assez pour retrouver mes repères. Pour me replonger. J'ai investi dans un bon réflexe, 2 ou 3 objectifs solides, un sac de transport fonctionnel. Pas dans la deux-mesure, juste dans la qualité. Et très vite, je me suis surpris à partir en randonnée à l'aube, le samedi matin. Quand le monde dort encore. À la recherche de lumière. À la recherche de moi. Ces excursions sont devenues mon sanctuaire. Je marchais dans le silence, respirais l'air frais, attendais que le soleil dore les collines ou fasse scintiller le givre sur les feuilles mortes. Dans ces instants, je n'étais plus un mari. Je n'étais plus le problème à déconstruire. Je n'étais ni corrigé, ni jugé, ni réduit à une abstraction idéologique. J'étais juste là. Entier. Présent. J'ai commencé à regarder des tutoriels, à lire sur la composition, à m'exercer encore et encore. Mes premiers clichés étaient maladroits, plats, sans âme. Mais très vite, j'ai progressé. Et avec chaque photo mieux cadrée, chaque jeu de lumière maîtrisé, chaque image capturée. C'est comme si je recadrais aussi ma propre vie. Très vite, j'ai eu des images dont j'étais fier. Pas simplement jolies. Puissantes. Vivantes. Vraies. Une chaîne de montagnes acérées, baignée de lumière orangée comme un brasier paisible. Des gros plans de givre matinal formant des motifs si délicats qu'on aurait cru de la dentelle cousue par le froid lui-même. Un champ doré, balayé par des nuages d'orage noir émouvant une scène digne d'un film post-apocalyptique. Je me suis mis à les publier en ligne, sans prétention, juste pour partager. Et peu à peu, j'ai attiré l'attention. Quelques abonnés. Puis quelques dizaines. Des commentaires encourageants. Des messages d'autres photographes, amateurs comme moi, ou passionnés chevronnés. Petit à petit, un petit public fidèle s'est formé. Un cercle nouveau, où je n'étais ni le mari de, ni l'homme à déconstruire. Juste un œil, une sensibilité, une voix. Et à ma grande surprise, certains de mes clichés ont même commencé à se vendre, en tirage, sur une petite place de marché en ligne. Rien de spectaculaire. Mais assez pour nourrir ma passion. Chaque dollar de ces ventes allait directement sur mon compte personnel. Mon espace à moi. Une richesse minuscule, mais libre. Puis, un samedi matin, après une longue marche dans les bois humides à photographier les premières lueurs du jour, je suis rentré à la maison, sac en bandoulière, un sourire discret au coin des lèvres. Jocelyn était déjà debout, une tasse de café à la main. Pour la première fois depuis des semaines, elle releva les yeux vers moi, le front légèrement plissé. « Où allais-tu si tôt, un samedi » demanda-t-elle en plissant les yeux. Sa voix avait cette note, familière. Une exigence camouflée sous une question. Elle ne s'intéressait pas à ce que je faisais. Elle s'étonnait ou plutôt, s'irritait que je le fasse sans elle. Jocelyn n'avait jamais été habitué à ce que je vive en dehors de son orbite. Elle était habituée à ce que je sois là, physiquement, émotionnellement, logistiquement quand elle le décidait. Je prends des photos, répondis-je simplement, en secouant un peu ma veste, posant mon sac au sol. Elle croisa les bras, pencha légèrement la tête. Depuis quand tu fais de la photographie ? Le ton n'était pas curieux. Il était accusateur, comme si j'avais enfreint une règle tacite. J'ai toujours aimé ça, répondis-je d'un ton calme. Je n'avais juste jamais eu le temps de m'y remettre. Ses lèvres se pincèrent. Son regard vacilla. Un mélange de confusion, d'irritation, et, peut-être, d'inquiétude. Ou quelque chose de plus subtil, de l'intérêt mal dissimulé, comme si elle réalisait soudain que j'étais redevenu un homme à part entière. Mais elle ne dit rien de plus. Elle resta plantée là, quelques secondes, puis se tourna vers sa tasse. Eh bien, lança-t-elle par-dessus son épaule,
j'avais besoin d'aide pour quelques trucs à la maison le week-end dernier. Mais tu étais introuvable. Voilà. Pas de questions sur ce que j'avais vu, ce que j'avais capturé. Pas un mot sur la passion retrouvée, sur cette nouvelle lumière dans mes yeux. Juste une plainte, je n'étais pas là pour elle. Je restais calme. Tu aurais pu m'envoyer un message, répondis-je en me versant de l'eau. Le téléphone capte même en montagne. Sa voix se haussa d'un cran. Je n'aurais pas dû avoir à envoyer un message à mon mari pour qu'il m'aide. C'est du bon sens, pas un service. Je soutins son regard, sans hausser le ton. Et, d'un ton neutre, je laissai tomber, les choses changent. Ces 3 mots résonnèrent dans la pièce comme une cloche de cathédrale. Et l'espace d'un instant, je vis quelque chose craquer dans son regard. Une petite fissure dans son masque. Une étincelle de doute. De réalisation. Peut-être que ces déclarations à sens unique n'étaient pas sans conséquence. Peut-être qu'en reconfigurant notre lien, elle avait oublié que moi aussi, je pouvais m'adapter. Pendant ce temps, au travail, tout prenait de l'ampleur. Une autre vie se dessinait. Un rythme différent. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me contentais plus de survivre. Je vivais. Le brouillard qui m'avait enveloppé pendant des mois s'était enfin dissipé. Ma concentration s'était affinée, comme un objectif qu'on ajuste après l'avoir laissé flou trop longtemps. Ma confiance, elle, était revenue pas en éclats, mais en force tranquille. Et je ne faisais pas que tenir debout. J'excellais. Ryan, mon patron, la quarantaine, esprit tranchant, peu d'aptitude pour les détours, m'a pris à part après une présentation client que j'avais menée avec précision, calme et assurance. Quoi que tu fasses, continue, m'a-t-il dit en me tapant dans le dos. Tu es en feu, ces temps-ci. Ces mots auraient pu sembler banals. Professionnels. Presque mécaniques. Mais après des mois passés à être traité comme un fantôme dans ma propre maison, ce simple signe de reconnaissance, ça comptait. Pas tout. Mais suffisamment. Assez pour me rappeler que j'existais encore en tant que moi-même. J'ai commencé à accepter les opportunités que je fuyais auparavant. Des projets avec des placements, des conférences, des formations. Autrefois, je les refusais pour être là. Pour maintenir une présence à la maison, pour nous. Mais maintenant, j'aimais la distance. Une conférence de 3 jours à Chicago. Une formation d'1 semaine à Denver. Une réunion express à Boston. Chaque déplacement m'offrait un souffle. Des chambres d'hôtel où je pouvais laisser mes affaires traîner sans être accusé d'être chaotique. Des repas où personne ne lançait de remarques passives sur mon assiette. Des conversations où mes mots n'étaient pas filtrés, analysés, soupçonnés. Denver, surtout. Un moment charnière. Pendant mon séjour, j'ai retrouvé Travis, un vieil ami de fac installé dans le Colorado depuis des années. On a fait une randonnée tôt un matin dans les Rocheuses. L'air était vif. La lumière parfaite. Les nuages s'amoncelaient juste assez pour rendre le ciel dramatique sans voler la vedette aux crêtes. J'ai capturé ce matin-là certaines de mes plus belles photos. Et lorsque je les ai publiées quelques jours plus tard, mon audience a explosé. 3 tirages vendus en quelques jours. Un petit pas, mais un pas réel, tangible. Cet après-midi-là, après la randonnée, on était assis sur un banc surplombant un panorama grandiose. Le silence nous enveloppait, apaisant. Travis me regarda. « Tu sais, tu pourrais vraiment faire de ça une activité sérieuse, dit-il. T'as un vrai regard. Une vraie patte. » Ce n'était pas de la flatterie. Je le connaissais assez pour le savoir. Il parlait avec cette sincérité qu'on réserve aux amitiés profondes. Et ces mots m'ont touché. Et si, la photographie n'était pas qu'un exutoire ? Et si ce n'était pas juste une distraction pour survivre au vide, mais un chemin ? Un passage vers une autre version de ma vie. Une version qui ne dépendait plus de l'approbation, ou pire, de la condescendance constante de quelqu'un d'autre. 3 mois après le début de cette réorientation, tout le reste avait trouvé son équilibre. Je dormais mieux. Je souriais davantage. Ma peau était plus nette, mon regard plus ancré. Je performais mieux au travail. Mes amitiés s'épanouissaient. Et surtout, je me comportais mieux avec moi-même. Moins dur. Moins honteux. Moins éteint. Tout, sauf mon mariage, allait mieux.
Celui-là était resté figé dans ce qu'il était devenu, une coquille vide. Un théâtre d'interaction polie et de présence parallèle. Une pièce sans dialogue, où deux existences cohabitaient sans plus jamais se rencontrer. L'ironie ne m'avait pas échappé. En me retirant son affection, Jocelyn m'avait, sans le vouloir, poussé à devenir une version plus forte, plus nette, plus ancrée de moi-même. Plus mince, plus concentré, plus vivant. Comme si l'univers, dans sa logique tordue, avait décidé de rétablir l'équilibre, reprendre une chose, en offrir une autre. Ce que Jocelyn ignorait et que je n'avais absolument aucune intention de lui révéler, c'est que j'avais pris les devants. Je lui avais simplement dit que j'avais ouvert un compte courant séparé. Un compte sur lequel je versais désormais 50% de mon salaire, prime de performance incluse. L'autre moitié amplement suffisante continuait de couvrir ma part de nos obligations communes, hypothèques, charges, courses. Rien de frauduleux, rien de dissimulé. Mais ce nouveau compte, c'était mon filet de sécurité, dollar par dollar. Non pas parce que je comptais partir sur le champ. Mais parce que je refusais, désormais, d'être surpris sans parachute. Un soir, alors que je lassais mes bottes pour aller capturer les lumières de la ville en pause longue, sac photo sur l'épaule, elle a rompu le silence. Tu vois quelqu'un d'autre? Je suis resté figé un instant, la main posée sur la poignée de la porte. C'était sa voix. Le ton. Celui qui, pendant des années, portait l'autorité douce de quelqu'un qui croyait encore avoir un droit sur mon cœur, sur mon temps, sur mon énergie. Elle m'avait retiré toute forme d'affection. Et pourtant, elle s'attendait encore à des comptes. Je me suis retourné lentement, la regardant droit dans les yeux. Non, ai-je répondu avec sincérité. Pourquoi me demandes-tu ça? Elle haussa les épaules, mais sa voix avait changé. Pas de colère. Pas de jalousie. Quelque chose de plus flou. Peut-être, de la perte? Tu as changé, dit-elle. Tu n'es presque plus jamais à la maison. J'ai failli rire. Pas par moquerie, mais par incrédulité. Après tout ce qu'elle m'avait dit. Après m'avoir légué au rang de figurant dans notre propre mariage. Je redirigeais simplement mon temps et mon énergie vers des choses qui me comblent, ai-je répondu calmement, avec le même ton détaché qu'elle avait utilisé des semaines plus tôt. Ce n'est pas ce que tu faisais? Elle s'est raidie. Défensive. C'est différent. Vraiment? Ai-je demandé sans hausser la voix. Tu as fait un choix personnel concernant ton corps et ton autonomie. J'ai pris mes clés. Et je fais des choix personnels concernant la façon dont j'occupe mon temps et mes centres d'intérêt. Ça me semble parfaitement juste. Elle me fixa. Alors tu es quoi, en train de me punir? Sa voix se brisa légèrement sur la fin. Pas du tout, dis-je en ouvrant la porte. Je m'adapte à notre nouvelle réalité. Tu as fixé une limite, je la respecte. Je fixe simplement les miennes. Elle resta sans réponse. Rien. Et moi, je n'ai pas attendu. En marchant vers le parc où le groupe de photographie m'attendait, quelque chose en moi s'est enclenché. Un déclic net et clair. Pour la première fois depuis cette nuit où elle avait décrété la fin d'un PAN entier de notre vie, je ne retenais plus mon souffle. Je ne l'attendais plus. Je n'espérais pas qu'elle change d'avis. Je n'espérais plus qu'elle revienne vers moi avec tendresse, qu'elle répare, qu'elle s'adoucisse. J'étais trop occupé à construire. Pas une revanche. Une reconstruction. Une vie qui ne tournait plus autour de son approbation, ni de son absence d'affection. Ce soir-là, nous nous sommes retrouvés dans un parc local, trépied dressé, capteur prêt. Nous avons appris à capturer les lumières qui filaient dans la nuit, à faire danser les étoiles sur nos objectifs, à composer avec l'obscurité. Et en photographiant ces traînées lumineuses, je me suis surpris à sourire. Parce que, pour la première fois depuis longtemps, j'avais enfin retrouvé ma propre lumière. Lampadaire. Étoile. Clair de lune. Nous capturions le calme dans l'obscurité. Une lumière ici, un reflet là. Des pauses longues qui transformaient le silence en images. Parmi le groupe ce soir-là, il y avait un homme nommé Dylan, la trentaine, journaliste pour un petit magazine local. Il s'est penché sur l'écran de mon appareil, parcourant mes clichés. Ces photos sont vraiment superbes, dit-il en faisant défiler les images. « 'On cherche toujours de nouveaux talents locaux pour notre rubrique nature. '» On cherche toujours de nouveaux talents locaux pour notre rubrique nature. '» On cherche toujours de nouveaux talents locaux pour notre rubrique nature. '» On cherche toujours de nouveaux talents locaux pour notre rubrique nature. '» On cherche toujours de nouveaux talents locaux pour notre rubrique nature. '» On cherche toujours de nouveaux talents locaux pour notre rubrique nature. '» On cherche toujours de nouveaux talents locaux pour notre rubrique nature. '» On cherche toujours de nouveaux talents locaux pour notre rubrique nature. '» On cherche toujours de nouveaux talents locaux pour notre rubrique nature. '» On cherche toujours de nouveaux talents locaux pour notre rubrique nature. '» On cherche toujours de nouveaux talents locaux pour notre rubrique nature. '» On cherche toujours de nouveaux talents locaux pour notre rubrique nature. '» On cherche toujours de nouveaux talents locaux pour notre rubrique nature. '» On cherche toujours de nouveaux talents locaux pour notre rubrique nature. '» On cherche toujours de nouveaux talents locaux pour notre rubrique nature. '» On
Ça vous dirait d'en discuter? Et soudain, une porte s'est ouverte.
Inattendu. Mais réel. Tangible. Pas un fantasme. Pas une consolation. Une opportunité. Quand je suis rentré à la maison, Jocelyn dormait déjà. Ou faisait semblant. Elle était allongée de son côté, dos à la porte, comme toujours. Sans doute irritée que je ne sois pas là pour écouter une autre série de plaintes sur ses collègues oppressifs ou ses amis pas assez éveillés. Mais, pour la première fois, je m'en fichais. Parce que j'avais autre chose en tête. Quelque chose qui avait un avenir. 6 mois après avoir entamé cette réorientation intérieure, le moment décisif est arrivé. Une retraite d'entreprise, organisée dans un hôtel paisible en bord de lac. Team building, planification stratégique, dîner collectif. Autrefois, j'aurais soupiré. Maintenant, j'accueillais cette parenthèse avec gratitude. Le soir venu, notre équipe s'est rassemblée autour d'un feu de camp. Le ciel était dégagé, piqué d'étoiles. L'air sentait le pain et la fumée. Les rires flottaient, les marshmallows caramélisaient doucement. Et puis Élise est venue s'asseoir à côté de moi. Elle venait d'intégrer le service 3 mois plus tôt. 29 ans. L'exact opposé de Jocelyn. Chaleureuse. Ouverte. Présente. Elle ne prétendait pas s'intéresser, elle écoutait vraiment. Elle posait des questions, et attendait les réponses. Pas pour rebondir sur son propre récit, mais pour comprendre. Nous étions là, côte à côte, dans la pénombre douce du feu, les ombres dansant sur son visage. Elle se pencha légèrement, sa voix basse, confidentielle, « Tu sais, quand j'ai commencé ici, tout le monde m'a dit que j'avais de la chance de travailler avec toi. » Je me tournai vers elle, surpris. « Vraiment ? Pourquoi ?» Elle eut un petit sourire, discret, presque timide. « Ils ont dit que tu avais complètement redressé la performance de l'équipe. Mais aussi, que tu avais beaucoup changé, personnellement. » J'ai haussé un sourcil, intrigué. « Changé comment ?» Elle hésita, puis me regarda avec une curiosité douce. « On disait que tu étais un peu renfermé. Presque triste. » Elle baissa les yeux, un peu gênée. « Mais ce n'est pas du tout la personne que j'ai rencontrée. » J'ai regardé les braises, écoutant leur crépitement. Elle avait raison. Disons que j'ai traversé des choses personnelles, ai-je dit d'une voix posée. Et j'ai fini par comprendre que la seule chose que je pouvais vraiment contrôler, c'était moi-même. Mon temps. Mon énergie. Mon état d'esprit. Alors j'ai changé quelques trucs. Elle hocha lentement la tête. Eh bien, quoi que tu fasses, ça marche. On dirait que tu es dans ton élément, maintenant. Et au fil de la soirée, je me suis senti détendu comme je ne l'avais pas été depuis très longtemps. Élise était brillante. Fine. Mais surtout, elle avait cet humour pince sans rire, un peu sec, qui me prenait par surprise et me faisait rire, vraiment rire. Pas par politesse. Pas pour désamorcer une tension. Juste pour le plaisir. Et ce plaisir, je ne l'avais pas connu depuis des années. Nous avions parlé de tout et de rien, de randonnée, de photographie, des absurdités des séminaires d'entreprise, ces jeux de rôle forcés et ces icebreakers gênants qu'Élise tournait en dérision avec un humour affûté, irrésistible. Et je me suis surpris à sourire. Pas ce sourire mécanique que j'avais appris à afficher lors des dîners mondains ou des soirées de couple en pilotage automatique. Un vrai sourire. Sincère. Léger. Naturel. Quand j'ai évoqué ma passion pour la photographie de paysage, ses yeux se sont illuminés. « Montre-moi », dit-elle en me donnant un petit coup de coude. J'ai sorti mon téléphone, ouvert ma galerie. Elle s'est penchée, suffisamment près pour que je sente une douce odeur d'agrumes, un subtil parfum de shampoing, discret mais captivant. « Elles sont incroyables », souffla-t-elle en faisant défiler les images. « Tu as un vrai talent. »« Merci », ai-je murmuré, un peu gêné. « Je vends quelques tirages en ligne. Un magazine local pourrait en publier bientôt. » « C'est fantastique, » dit-elle en levant les yeux vers moi. Et dans son regard, de l'admiration sincère. « J'aimerais beaucoup voir plus de tes œuvres, un jour. » Son sourire s'attarda. Et alors, je l'ai senti. Un battement inhabituel dans ma poitrine. Le genre de frisson discret mais vibrant, que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps que j'en avais presque oublié l'existence. La chaleur de son épaule frôlant la mienne envoya une secousse douce et inattendue dans tout mon corps. Ce n'était pas dramatique.
Pas passionné. Juste, réel. Un instant fugace. Mais qui m'a frappé bien plus fort que je ne l'aurais cru. C'était un rappel brutal de tout ce qui m'avait manqué. Toute forme de proximité. D'intimité. D'élan partagé. Je me suis déplacé très légèrement, juste assez pour créer un peu d'espace entre nous. Pas par rejet. Par respect. Par lucidité. Parce que peu importe l'état de mon mariage, je n'allais pas franchir cette limite. Pas maintenant. Pas encore. Plus tard, alors que le groupe se dispersait vers les chalets, Élise marcha à mes côtés sur le sentier de terre battue. Certains d'entre nous prévoient une petite randonnée au lever du soleil, demain matin, avant les réunions, dit-elle, les mains dans les poches de sa veste. Ce serait parfait pour tes photos de paysage. J'ai souri. Oui. Comptez sur moi. Et le lendemain matin, à l'aube, nous étions là, sur une crête, le souffle suspendu, les pieds dans la rosée. Élise, 2 autres collègues, et moi. Le ciel s'est teinté de couleurs irréelles, orange brûlant, rose pâle, violet profond. J'ai pris des dizaines de photos. Des panoramas majestueux. Des nuages en formation. Des cimes d'arbres scintillant dans la lumière naissante. Mais, sans vraiment le décider, mon objectif revenait sans cesse vers elle. Élise. Son profil calme, tourné vers l'horizon. Sa silhouette découpée par la lumière du matin, baignée d'or. Il y avait, dans sa présence, quelque chose de solide. D'ancré. De paisible. Un respect mutuel. Une curiosité honnête. Une conversation vraie, pas un discours, pas un combat. Élise représentait tout ce qui m'avait manqué. Pas seulement physiquement. Mais humainement. Et pourtant, je savais sans l'ombre d'un doute que je ne pouvais rien entamer. Rien précipiter. Pas tant que ma situation avec Jocelyn restait en suspens. Je ne serais pas cet homme-là. Je ne voulais pas d'un nouveau départ bâti sur une fin mal fermée. Quand je suis rentré, ce dimanche soir-là, la première chose qui m'a frappé fut l'odeur. Aïe. Romarin. Quelque chose cuisait. Jocelyn était en cuisine. Un détail simple. Presque anodin. Mais après tout ce que j'avais vécu ces derniers mois. C'était inhabituel. Jocelyn était dans la cuisine. Elle fredonnait doucement, remuant quelque chose sur la cuisinière. Une scène domestique, presque nostalgique, sauf que ça faisait des mois qu'elle n'avait pas cuisiné pour nous. Rien que ça, déjà, m'avait fait tiquer. Le timing ? Suspect comme l'enfer. Comment s'est passée la retraite, demanda-t-elle, sans vraiment se tourner, à peine un regard jeté par-dessus son épaule. Son ton était léger. Presque agréable. Trop. Productif, répondis-je, déposant mon sac près de la porte, tout en gardant un œil méfiant. On a finalisé le plan stratégique pour le prochain trimestre. Elle hocha la tête, comme si cela avait la moindre importance pour elle. Puis, d'un ton tout aussi neutre, j'ai vu certaines des photos que tu as publiées. Je l'observais avec attention. L'endroit était magnifique, dis-je simplement. Mais dans ma tête, la question tournait déjà, pourquoi cet intérêt soudain ? Elle se tourna partiellement, toujours la cuillère à la main, son regard posé sur moi, bien plus intense qu'un simple échange de banalités. Cette femme, sur certaines photos, elle est de ton équipe ? Je restai un instant silencieux. La question était posée d'un ton glissant, feutré, mais chargé. Je n'avais pas remarqué qu'Élise figurait autant que ça sur mes clichés publiés. Il y avait quelques photos de groupe, oui. Rien d'ambigu. Rien de frontal. Mais elle y était. Naturellement, simplement, présente. C'est Élise, répondis-je, d'un ton neutre. Notre nouvelle spécialiste marketing. Elle est très jolie, dit-elle alors, ses yeux plantés dans les miens. C'était la manière dont elle l'avait dit. Pas un compliment. Pas une observation. Une déclaration territoriale, pleine d'ironie et de venin retenu. Et venant d'elle, elle, qui m'avait rejeté corps et âme, c'était, presque comique. Je n'avais pas vraiment remarqué, mentis-je, déjà sur la défensive sans trop comprendre pourquoi. Elle arqua un sourcil. Vraiment ? Tu as posté une douzaine de photos avec elle. On dirait que tu as remarqué beaucoup plus que tu ne veux bien l'admettre. Le ton, cette fois, ne laissait plus de place au doute.
Accusateur. Pointé. Contrôlé. Je pris une longue inspiration, pesant soigneusement mes mots. Elle était dans le cadre pendant les activités de groupe, dis-je calmement. Puis je la regardai dans les yeux. Pourquoi tu me poses cette question, Jocelyn? Elle ne répondit pas tout de suite. Elle remua sa sauce un peu trop vigoureusement, son silence plus bruyant que des mots. Alors j'ai continué. Tu as été très clair, dis-je, sans élever la voix. Certains aspects de notre relation sont terminés. Tu l'as dit. Tu l'as imposé, même. Tu as fixé une limite. Et j'ai respecté cette limite. Je vis ses épaules se raidir. Mais elle ne parla pas. Elle ne le pouvait pas. Parce que tout ce que je disais, était vrai. Et maintenant, moi aussi, j'apprenais à fixer mes propres limites. Tu n'as pas le droit de me dicter mes relations professionnelles, lançai-je, sans hausser le ton. Sa mâchoire se contracta. Elle se retourna vers les fourneaux, dos à moi. Je suis juste curieuse de connaître tes collègues, c'est tout, marmonna-t-elle. J'ai le droit de savoir avec qui mon mari passe son temps. Et c'est là que le déclic s'est produit. La dernière illusion s'est fissurée puis s'est effondrée sans bruit. J'en avais fini. Les résidus de culpabilité ou de confusion auxquels je m'étais accroché pendant des mois venaient de disparaître. Tout était devenu limpide. Ses attentes restaient, envers et contre tout, unilatérales. Elle avait retiré l'affection, l'intimité, la tendresse, elle avait vidé notre mariage de sa sève, mais elle continuait à exiger la loyauté, l'exclusivité, le contrôle. Cette nuit-là, j'étais allongé dans notre lit. Bien éveillé. Elle, à côté de moi, faisait défiler son téléphone, les yeux baissés, l'écran projetant une lueur froide sur ses traits figés. Le silence entre nous n'avait plus rien à voir avec la guerre froide des mois précédents. Non. Ce silence-là était plus calme, plus tendu, comme deux adversaires silencieux sur un échiquier, attendant de voir qui bougerait le premier. Et puis, la semaine suivante, quelque chose a changé. Jocelyn a commencé à initier les conversations. Comment s'est passée ta réunion aujourd'hui? Elle me posait la question en me tendant un café, comme si nous étions revenus à notre 2e année de mariage. Elle me proposa de regarder une série ensemble. Prépara le dîner. Plusieurs fois. Plus de discours. Plus de revendications. Juste de la politesse, des banalités, des attentions douces. C'était étrange. Trop étrange. Elle jouait un rôle. Je le savais. Elle avait ressuscité une ancienne version d'elle-même, celle que j'avais épousée, mais je n'étais pas dupe. Je voyais ce qui se passait. Elle sentait que je lui échappais. Et maintenant, elle tentait de me ramener en orbite. Je le lisais dans ses yeux, dans ses regards qui s'attardaient un peu trop longtemps sur moi. Dans ses rires forcés à des blagues qu'elle aurait autrefois méprisées. Mais ça ne marchait pas. Ça ne me tentait plus. Au contraire, chaque geste de sa part confirmait ce que je savais déjà. Ce n'était pas une reconnexion. C'était une manœuvre. Et alors, presque simultanément, deux choses sont arrivées. La première, j'ai eu la promotion. Une grande. Plus de responsabilités, un titre plus prestigieux, et surtout, une augmentation significative. Le genre de changement de statut qui pouvait, discrètement, accélérer mon plan de départ. Je n'en ai pas dit un mot à Jocelyn. Rien. Pas même un soupir de fierté. Elle n'avait plus ce droit. Elle avait renoncé à ce lien. Et moi, j'avais appris à garder pour moi ce qui m'élevait. La deuxième, une nouvelle a circulé dans mon réseau. Un contact de confiance m'a appris que l'entreprise de Jocelyn était en difficulté. Une fusion en préparation. Des rumeurs de coupes budgétaires massives. Et son département était dans la ligne de mire. Ce n'était pas un délit d'initié. Pas une trahison. Juste ce genre d'informations qui circulent en silence dans les couloirs bien connectés du monde des affaires. Et le détail qui m'a frappé? 3 semaines auparavant, j'avais aidé le conjoint d'une collègue à se faire embaucher dans une entreprise concurrente. Un candidat au parcours quasiment identique à celui de Jocelyn. Même formation. Même ancienneté. Même spécialité. Ce jour-là, en raccrochant après un appel anodin, une pensée froide s'est logée dans ma tête. Elle allait tomber. Et moi, je montais. Il avait suffi d'un appel. Une recommandation bien placée.
Un simple CV envoyé à la bonne adresse. C'était tout ce qu'il avait fallu pour aider ce conjoint de collègue à décrocher un poste dans une entreprise concurrente. Rien de compliqué. Juste un levier, une connexion, une main tendue. Et j'aurais pu faire la même chose pour Jocelyn. Mais je ne l'ai pas fait. Délibérément. Cette décision, cette non-action et ce refus silencieux de bouger m'a fait comprendre que j'étais entré dans une nouvelle phase. Ce n'était plus de la distance. Ce n'était plus de l'acceptation. C'était de l'indifférence. Vrai. Clair. Froidement lucide. Je ne m'intéressais plus à ses résultats, à ses enjeux, à ses échéances. Elle ne faisait plus partie de mon champ de préoccupation. À la place, j'ai accéléré ma stratégie de sortie. J'ai consulté un avocat discrètement. Rendez-vous payé en espèces, depuis mon compte privé. Rien de traçable. Rien qu'elle puisse contester ou anticiper. Je voulais savoir exactement comment me protéger, comment m'assurer de ne pas être prise au dépourvu au moment du divorce. L'avocat était méthodique. Il posait les bonnes questions. Et moi, je répondais, calmement, avec précision. J'ai tout documenté. La déclaration nette de Jocelyn sur la fin de toute intimité physique. Son ton clinique. Son refus de discuter. Son indifférence totale à l'impact que cela pouvait avoir sur moi. Sa soudaine jalousie, apparue comme par magie dès qu'elle me sentit lui échapper. Son comportement froid, condescendant, parfois même moqueur. Tout ce qui pouvait étayer ce que je vivais. Tout ce qui pouvait délimiter la vérité face au récit qu'elle construisait ailleurs. Mais ce qui a scellé le tout, ce qui a fait basculer ma conviction dans l'irrévocable, c'est ce que j'ai appris en marge, au détour de quelques conversations anodines avec des connaissances communes. Jocelyn m'avait dénigré auprès de ses amis. De sa sœur. Même d'une ancienne coloc de fac, que j'ai croisée par hasard lors d'un événement de réseautage. Elle s'était positionnée comme une martyre féministe, une femme courageuse prisonnière d'un mariage avec un mari patriarcal, rigide, incapable d'évoluer. Une figure sacrificielle. Un discours bien huilé. Bien sûr, elle avait omis quelques détails essentiels, qu'elle avait elle-même mis fin à toute intimité physique. Qu'elle avait fermé la porte aux conversations. Qu'elle exigeait encore la sécurité financière, la présence logistique, la compagnie, sans donner en retour. Ça, c'était terminé pour moi. Moi. Plus de compromis. Plus d'attente. Plus de place pour le doute. 2 semaines plus tard, les licenciements furent officiellement annoncés. Jocelyn rentra à la maison visiblement ébranlé. Le visage pâle, les épaules tombantes, le regard perdu. Mon service pourrait être supprimé le mois prochain, dit-elle d'une voix trop lisse pour être totalement sincère. Une vulnérabilité soigneusement dosée, presque calculée. Je suis vraiment inquiète. Je la regardais, les traits neutres. Ni secs, ni durs. Juste. Détaché. C'est dur, ai-je dit d'un ton égal. Je suis sûr que tu trouveras une solution. Ses yeux cherchèrent le mien. Un regard, un soupçon de tendresse, une main tendue. Un retour. Un signal. Un sursis. Mais il n'y avait rien à trouver. Parce que ce moment-là, je l'avais déjà dépassé. Je la regardais. Longuement. Pas avec haine. Pas avec colère. Juste avec toute la lucidité que j'avais gagnée au fil de ces mois. Non, dis-je calmement. Parce que tu ne voulais plus de moi. Pas seulement physiquement. Pas seulement sexuellement. Mais émotionnellement. Humainement. Fondamentalement. Et tu as pris cette décision seule. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Elle cherchait ses mots, comme on cherche une bouée en pleine mer. Mais il n'y en avait plus. Plus de discours. Plus de slogans. Plus de postures. Je continuais, d'une voix égale, ce divorce, ce n'est pas une punition. C'est une libération. Pour toi. Pour moi. Parce que rester ici, c'est mourir lentement en se regardant tomber. Elle s'assit sur le bord du fauteuil, tremblante, la serviette sur les cheveux comme une couronne détrempée d'un règne qui s'effondrait. Je croyais que tu comprendrais, souffla-t-elle. Je comprends, répondis-je. Mais comprendre ne veut pas dire rester. Un silence. Un vrai.
Pas ce vide pesant qu'on avait connu ces derniers mois, mais un silence définitif. Je me levai. Prenant le sac, mes clés, mes papiers. Puis je m'arrêtai une dernière fois, la main sur la poignée. Je te souhaite de trouver ce que tu cherches, Jocelyn. Mais moi, je ne vais plus m'y perdre. Et je suis sorti. Il faisait froid dehors. Mais je respirais enfin. La semaine suivante, c'était comme assister au lent effondrement d'une façade soigneusement entretenue. Les posts militants, les stories indignées, les partages de threads sur l'autonomie émotionnelle ou le travail invisible s'étaient évaporés comme s'ils n'avaient jamais existé. Plus de discours, plus de principes récités à la virgule près, juste le silence. Un silence non pas serein, mais nerveux. Jocelyne errait dans la maison comme une présence fantomatique, tendue, désarmée. Son regard évitait le mien, mais ses gestes trahissaient une fébrilité soudaine. Elle recommençait à faire la vaisselle à la main. À ranger le salon. À se lever tôt pour passer des coups de fil. Elle s'était remise à cuisiner tous les soirs. Pas pour moi. Pour prouver quelque chose à elle-même, peut-être. Un retour précipité à la domesticité, non pas par conviction, mais par nécessité. Et moi? Je n'ai rien changé. Je suivais mon programme à la lettre, lever tôt, gym, travail, photographie, contact professionnel. Je rentrais tard. Je repartais tôt. Chaque minute que je passais dehors consolidait mon nouveau départ. Chaque interaction avec elle devenait purement logistique à facture, document, délai. Pas une once d'émotion. Et je voyais bien que ça la déstabilisait. Elle avait cru pouvoir me repousser, m'isoler, me nier, sans que cela ne lui coûte quoi que ce soit. Elle avait cru que j'attendrais, loyal, figé dans un rôle qu'elle méprisait mais qu'elle pensait immuable. Mais elle n'avait pas prévu que je partirais réellement. Pas seulement physiquement. Mais mentalement, émotionnellement, identitairement. Et c'est ça qui, je pense, l'a brisé. Pas l'argent. Pas la séparation. Mais le fait de réaliser que je n'étais plus là. Le féminisme n'était pas le problème. La revendication d'autonomie non plus. Le problème, c'était la posture, l'absolutisme, l'incapacité à reconnaître qu'un couple, ça se construit à deux. Et qu'on ne peut pas démolir un pont en croyant qu'il tiendra debout d'un seul côté. Je n'étais plus son mari. J'étais devenu le rappel vivant de sa propre chute. Et dans ce silence-là, elle ne pouvait plus se cacher. Elle était là, effondrée, dépouillée de toute posture. La femme qui, il y a quelques mois encore, me regardait de haut avec cette assurance froide, presque condescendante, se tenait maintenant devant moi, brisée. J'avais tort, murmura-t-elle encore, la gorge serrée. Je voulais, je pensais. Je me suis convaincu que c'était la seule voie. Mais je t'ai perdu. Et je ne sais plus comment revenir. Je suis resté silencieux. Pas par cruauté, mais parce qu'il n'y avait rien à ajouter. Tout ce qu'elle disait maintenant, elle aurait pu le dire avant. Avant de me fermer la porte. Avant de me transformer en symbole de tout ce qu'elle rejetait. Avant de détruire, pierre après pierre, ce que nous avions construit ensemble. Elle s'agenouilla lentement, comme si même ses jambes ne la soutenaient plus. Je suis désolé. Je veux essayer. Vraiment. Je veux réparer les choses. Ces mots étaient sincères. Ou du moins, ils sonnaient comme tels. Mais moi? Je ne ressentais ni victoire ni soulagement. Seulement une immense lucidité. Je m'étais reconstruit dans l'ombre de son rejet. Et ce que j'étais devenu, je ne pouvais pas le trahir, même pour elle. Je me suis levé, calmement. Je me suis approché, doucement. J'ai posé une main sur son épaule non pas en promesse, mais en adieu. Tu ne peux pas réparer quelque chose que tu as volontairement détruit. Tu ne veux pas vraiment moi. Tu veux juste échapper aux conséquences. Elle leva les yeux, la bouche entr'ouverte, cherchant des mots. Il n'y en avait plus. Je me suis éloigné. Et à cet instant précis, je n'ai pas ressenti de colère. Pas même de tristesse. Juste la certitude glaciale que c'était fini. Pas parce qu'elle ne m'aimait plus. Mais parce qu'elle ne m'avait plus respecté. Et sans respect, il n'y a rien. J'ai progressé dans ma vie. Les mois qui ont suivi furent étrangement paisibles. Pas exempts de solitude, bien sûr que non. On ne quitte pas des années de vie commune sans en sentir le vide.
Mais c'était un vide sain. Un vide qui respirait. Un espace dans lequel je pouvais enfin m'étendre, penser, rêver, exister sans devoir m'excuser d'être moi. Je continuais la photographie. Les week-ends, je partais à l'aube, trépied sur l'épaule, les chaussures trempées de rosée, le cœur léger. J'ai commencé à animer des ateliers. On m'invitait à exposer. J'étais, lentement mais sûrement, devenu autre chose qu'un figurant dans ma propre vie. Élise et moi sommes restés en contact. Rien de précipité. Pas d'histoire brûlante. Juste deux adultes qui se respectent, qui se parlent, qui partagent une randonnée de temps à autre, un dîner, des rires sincères. Je ne sais pas ce que ça deviendra. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça, l'enjeu. L'enjeu, c'était moi. Retrouver ma voie. Ma valeur. Mon axe. Et chaque matin, en tirant les rideaux de mon appartement baigné de lumière, chaque fois que je me penche pour capturer un rayon de soleil sur l'eau ou un flocon suspendu dans l'air, je me dis une chose simple, je suis libre. Pas de colère. Pas de revanche. Juste la douce, inébranlable certitude que je ne reviendrai jamais là où je me suis perdu. Et si un jour, elle repense à moi ou ce que nous étions, ce que j'étais, j'espère qu'elle comprendra. Ce n'est pas parce que je suis parti que je n'aimais pas. C'est parce que, moi aussi, j'ai choisi de me sauver. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas égoïste. Et non, vous n'êtes pas trop exigeant. Vous êtes simplement quelqu'un qui mérite un amour qui circule dans les deux sens. Un amour qui ne vous demande pas de vous effacer pour exister. Un lien fondé non pas sur des conditions fluctuantes, ni sur des rôles imposés, mais sur la reconnaissance mutuelle, la tendresse, la patience et la vérité. Vous avez le droit de tracer vos limites. Vous avez le droit de dire non à une relation où vous êtes vu comme un service, un pilier à disposition mais jamais entendu. Et si, pour protéger votre dignité, vous devez vous éloigner, alors faites-le. Même si c'est difficile. Même si personne ne vous applaudit. Même si vous avancez seul, un temps. Parce qu'au bout du chemin, ce que vous retrouverez, c'est vous. Entier. Calme. Présent. Et libre. Et ça, croyez-moi, c'est le début de tout ce qui vaut la peine d'être construit. Et surtout, croyez-les. Quand quelqu'un vous montre, encore et encore, qu'il ne tient pas compte de votre ressenti, qu'il décide seul de ce qui est acceptable ou non, qu'il redéfinit les termes du lien sans dialogue ni souci de réciprocité. Ce n'est pas une phase, ni une erreur passagère. C'est une déclaration silencieuse mais ferme, ce que tu ressens ne compte pas autant que ce que je crois. Vous pouvez répondre à cela en vous effaçant. Ou vous pouvez vous relever. Redéfinir vos priorités. Reprendre votre espace. Rétablir le respect que vous auriez dû recevoir dès le début. Parce que l'amour véritable, même dans ses épreuves, ne cherche pas à dominer. Il n'éteint pas. Il ne manipule pas. Il ne nie pas votre humanité. Vous n'êtes pas ici pour prouver votre valeur à quelqu'un qui refuse de la voir. Vous êtes ici pour vivre pleinement, debout, entier et libre.